Liam Neeson a passé sa vie à incarner des hommes arrivés à point nommé. Dans la liste de Schindler, il a incarné la compassion à travers l'un des couloirs les plus sombres de l'histoire. Dans Taken, il est devenu le père dont chaque enfant rêvait. Dans Star Wars, son calme semblait assez fort pour stabiliser l'univers lui-même. Mais la vie lui a réservé une épreuve qu'aucun héros ne pouvait réécrire. L'homme qui jadis franchissait les frontières à l'écran pour sauver des vies s'est retrouvé impuissant lorsqu'un accident soudain lui a arraché sa femme bien-aimée, Natasha Richardson. Et le silence qu'elle a laissé derrière elle l'a suivi plus longtemps que n'importe quel applaudissement. Aujourd'hui, à 74 ans, les applaudissements ne résonnent plus autour de lui. Ils lui parviennent comme un écho d'une autre vie, tandis que le silence qui l'entoure ressemble moins à la paix qu'à une tempête qui n'a jamais vraiment quitté la pièce. Liam Neeson a-t-il jamais vraiment guéri ou a-t-il seulement appris à vivre avec son chagrin? Avant de commencer, rendez hommage à Liam Neeson en aimant et en vous abonnant à la chaîne. Un hommage discret à l'homme qui a offert au monde des héros de courage tout en portant un chagrin qu'aucun héros ne saurait vaincre. La pauvreté fut le premier rôle que Liam Neeson n'eut jamais à répéter. Bien avant que le public ne connaisse sa voix puissante et sa stature imposante. Il était un garçon discret grandissant à Ballymena en Irlande du Nord, où l'hiver glacial s'insinuait entre les murs, où l'on comptait lentement chaque pièce de monnaie et où chaque repas était synonyme de survie au jour le jour. Né le 7 juin 1952 de Barney Neeson, concierge d'école, et de Kitty Neeson, cuisinière, Liam apprit très tôt que la dignité se nourrit souvent de peu. Il grandit dans une famille catholique romaine de la classe ouvrière, dans une ville protestante, où la fierté devait se nourrir de travail acharné de foi et d'une gestion rigoureuse des finances. Son père balaya les couloirs de l'école des couloirs que son fils ne pouvait qu'imaginer parcourir, tandis que sa mère cuisinait pour les autres et rentrait à la maison, les mains épuisées, espérant que les efforts de la journée suffiraient à nourrir ses propres enfants. Dans cette maison, l'amour était toujours présent, mais le confort lui faisait souvent défaut. Leur modeste demeure abritait 3 sœurs, Elisabeth, Bernadette et Rosaline, des parents travailleurs et une détermination plus grande que le confort. Liam était le seul garçon silencieux au milieu de toutes ces voix souvent repliées sur lui-même. Au-delà de ce refuge, Ballymena lui apprit que l'identité pouvait marquer un enfant avant même qu'il comprenne le mot. La foi séparait les voisins. Certaines regards s'attardaient, certaines portes restaient closes. Des années plus tard, Liam décrirait le sentiment d'appartenir à une catégorie inférieure aux yeux des autres. Et même alors sa voix portait la retenue d'un homme qui soigne encore une vieille blessure. Son père, craignant que le silence ne l'engloutisse tout entier, l'envoya à 9 ans dans un club de boxe paroissial. La salle était rudimentaire et exiguë, emplie de sueur de respiration haletante et de cloches qui semblaient juger la moindre hésitation. La Liam apprit à répondre au monde par son corps avant même de pouvoir exprimer ce qui vivait au fond de son cœur. Il ne boxait pas pour la gloire, il boxait pour avoir une place, pour être vu, pour trouver sa place. À 14 ans, il était grand, mince, impénétrable et assez fort pour remporter les titres juniors 3 années de suite. Pourtant, le combat le plus dur n'était jamais un coup de poing sur le ring. C'était la lutte intérieure, le garçon qui essayait de prouver qu'il était plus que la pauvreté, plus que les préjugés, plus que la vie étriquée que les autres lui avaient imaginée. Puis un soir, sous des projecteurs impitoyables et devant une foule agitée, le ring lui a ravi l'avenir qu'il croyait connaître. Un coup de poing est arrivé vite, net et inattendu. Sa tête a basculé en arrière et le monde a disparu dans un silence de mort. Les acclamations se sont tuées, la cloche s'est tue. Pendant un instant terrifiant, toute pensée a semblé le quitter. Des années plus tard, Liam se souvenait que son esprit s'était simplement vidé et que la peur était restée car il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Quand les sons sont revenus, ce fut par bribes des cris, des mouvements, le sifflement strident de la cloche, la salle qui se précipitait sur lui. Il a quitté la boxe après cela. Pas d'adieu théâtral, pas de grand discours, juste la certitude intime que certaines blessures marquent une vie sans jamais être exposées. La fierté de son père s'est muée en silence. Le soulagement de sa mère s'est tourné vers l'intérieur presque comme une prière. Le bruit de la pluie sur le toit est devenu une partie de sa mémoire, une triste bande-son familiale qu'il n'oublierait jamais vraiment. Pourtant, dans cette maison étroite, durant ces hivers rigoureux qui ont marqué son enfance et lors de cette dernière nuit sur le ring, Liam Neeson a commencé à forger cette force qu'Hollywood prendrait plus tard pour du mystère. Un jour, le monde l'appellerait présence. Mais d'abord, il fallait survivre. Avant même que les applaudissements n'atteignent Liam Neeson, il y avait de la sueur sous ses pieds. En 1965, à 24 ans, Liam Neeson balayait la scène du Lyric Players Theatre de Belfast, enlevant la poussière des planches de bois qui ignoraient encore qu'elles abritaient la première véritable porte de sa vie. Pas des projecteurs, pas d'entrée en scène grandiose, juste un ballet, un manteau usé
et un homme qui avait déjà appris à préserver sa dignité malgré l'adversité. Chaque coup de balai semblait le ramener au début des années 1970, lorsqu'il avait quitté les ruelles de sa ville natale avec une valise, un manteau élimé et la promesse intime de se construire une vie pleine de sens à partir de presque rien. Belfast l'accueillit dans un silence grisâtre. La fumée du charbon flottait au sol. Les hommes marchaient comme si l'inquiétude les avait rongés jusqu'à la moelle. À peine âgé de 17 ans, il travaillait le jour et étudiait le soir, comptant ses pièces avec une telle minutie que même le pain lui semblait inaccessible. Il conduisait des camions sous une pluie glaciale, portait des caisses, jusqu'à s'en arracher les mains, pelletait du gravier, jusqu'à ce que son dos se raidisse et que chaque muscle semble emprunté pour le lendemain. Le froid le poursuivait jusque dans sa chambre. Sa chambre louée était à peine plus grande qu'un lit et un souffle. Murs humides planchers usés, une faible ampoule au-dessus d'un matelas défait. Les nuits glaciales, il dormait en manteau, chaussures aux pieds, économisant sa chaleur comme les plus pauvres économisent leurs sous. À St. Mary's College, il s'accrochait à son rêve de devenir enseignant, imaginant un avenir plus stable, une vie où un but pourrait enfin trouver un abri, mais la fin le ramenait toujours avant la fin de ses projets. Des années plus tard, il se souviendrait d'avoir aligné ses pièces avant d'acheter du pain et de la honte silencieuse de renoncer quand même, ce petit confort coûtait trop cher. Quand l'argent fut épuisé, il quitta l'université sans cérémonie. Commença alors la longue période de survie. Camions, murs, cargailles sans pluie, mains gercées, épaules voûtées, et pièces exiguës où filtraient à travers les murs les rires des plus chanceux. Approchant la trentaine, fauché et rongé par une colère sourde, il se tenait devant un miroir brisé et voyait un homme usé par des occasions manquées. Dehors, des bus emportaient un des inconnus vers des vies qui semblaient avoir une destination toute tracée. À l'intérieur, Liam restait immobile, hanté par un avenir qui ne lui paraissait plus assez chaleureux pour qu'il y croie. Puis le théâtre lui offrit une scène avant même de lui donner une voix. Quelques semaines plus tard, l'homme engagé pour nettoyer la scène fut invité à monter sur scène. Il n'avait que 2 répliques, pourtant ses mots portaient chaque pièce froide, chaque repas sauté, chaque kilomètre parcouru, car le bus était un luxe. Dans ce bref instant, sa voix ne s'éteignit pas. Elle se posa. Pour un homme façonné par le silence, ces 2 répliques n'étaient pas de simples dialogues, c'était son premier souffle. La pauvreté le poursuivait, ses chaussures se fendaient, son manteau conservait l'odeur de la pluie. Plus tard, à Dublin et à Londres, il vécut dans des appartements exigus avec des inconnus dormant parfois à même le sol, rangeant soigneusement ses quelques affaires comme seul un homme pouvait tolérer le désordre. Pourtant, nuit après nuit, sous une faible lumière, il prononçait des mots empruntés jusqu'à ce qu'il révèle la vérité de sa propre vie. Des années plus tard, le monde admirerait la présence sereine et imposante de Liam Neeson. Une présence forgée loin des applaudissements. Dans des pièces sans chauffage, sur des routes foulées de chaussures usées près d'un miroir brisé, et sur une scène qu'il avait jadis nettoyée avant d'en avoir le droit de monter sur scène. Sa voix portait bien plus que du talent. Elle portait les ravages du temps, la faim, la retenue et la flamme silencieuse d'un homme éprouvé, bien avant que le monde ne le célèbre. L'épuisement le trouva dans sa caravane, une fois que le monde eut enfin appris son nom. Asing D6 Hans, Liam Neeson d'Event, le visage de Takanon, film d'action modeste tourné à Paris que les studios avaient jugé facile à négliger. Pourtant, le public vit bien plus que de la force dans ce regard fatigué. Il vit une douleur contenue. Le film a rapporté 223 millions de dollars dans le monde entier, transformant cet homme qui peinait autrefois à payer son loyer en un symbole de résilience. Puis vint Taken 2, un enchaînement incessant de tournages, nuit blanche, vols, interminables tournages encore plus longs, journées de 16 heures, chambres d'hôtel, se confondant avec des aéroports, avec d'autres plateaux de tournage. Certains soirs après le tournage, il s'asseyait seul devant le miroir de sa caravane, 2 yeux usés par le temps pour effacer toute trace de la scène, une main posée sur le lavabo, les épaules plus basses que celles de l'homme que les spectateurs venaient de voir survivre à tout. Dehors, les équipes riaillaient en rangeant les projecteurs. À l'intérieur, son corps réclamait le calme. Le monde admirait sa force. Rares étaient ceux qui la voyaient se construire silencieusement dans ses articulations, sa colonne vertébrale, le regard fatigué de cet homme qui tenait bon. Le rejet l'avait préparé à cette attente pendant des décennies. Au début des années 1980, le nom de Liam ne dépassait guère les scènes de province. Il balayait les sols, portait les accessoires et répétait ses répliques après l'extinction des lumières. Quelques applaudissements l'accueillirent, mais bien d'autres portes se fermèrent doucement. Plus tard, il se souviendrait de ces années comme d'une époque où le travail lui-même lui semblait une bénédiction. 6 premiers rôles à l'écran, un soldat par-ci, un prêtre par-là, lui permettaient tout juste de survivre, rarement de quoi payer son loyer et son pain la même semaine. Le thé, les croûtes de pain et l'ambition le portaient en haleine.
Excalibur arriva en 1981, puis Mission le Bounty l'arme suspecte, l'inspecteur Harry et la Cité des Morts. Chacun de ces films semblait être une étincelle potentielle, mais aucun ne devint le feu dont il avait besoin. Les salles de casting le réduisirent à une étiquette trop intense, trop rude, trop irlandais. Dans son regard, certaines pensées exprimaient trop de tristesse pour le romantisme. Il conservait les lettres de refus comme la preuve qu'il n'avait pas disparu. Le soir, sa voix de baryton vantait à la radio des produits qu'il ne pouvait s'offrir, tandis que depuis les coulisses, il regardait d'autres hommes saluer le public. Puis Robert De Niro entra dans sa vie, et Liam apprit que le silence pouvait blesser plus profondément que la rage. Cracovie laissa un silence qu'aucun applaudissement ne put effacer. En 1993, Steven Spielberg aperçut ce que d'autres n'avaient pas vu, le charme, la force et la tristesse se mêlaient sur un seul visage. Oskar Schindler a immortalisé Liam Neeson, et ce rôle l'a presque vidé de son énergie. Pendant centaines de jours, il a porté la culpabilité et la grâce d'un homme tout au long du tournage de La liste de Schindler. Après une journée de tournage éprouvante, il s'est retrouvé seul dans une chambre d'hôtel plongée dans l'obscurité, son manteau de travail étendu sur une chaise, le cendrier lourd, la ville murmurante au loin derrière la vitre. Il pouvait quitter le plateau, mais le poids de celui-ci le suivait jusque dans la chambre. Des mois ont passé avant qu'il ne se sente à nouveau entier. Le film a remporté 7 Oscars. Son visage a fait la une des magazines. Son nom a traversé les continents. La reconnaissance n'a pas apaisé son mal-être intérieur. Elle a simplement rendu son silence plus difficile à ignorer. Sont ensuite Vénus, Michael Collins, Les Misérables et Gangs of New York. Preuve de son talent même si le succès tardait à se maintenir. Au milieu des années 2000, Kinsey gagna le respect mais perdit de l'argent, tandis que Breakfast on Pluto et 5 Minutes of Heaven l'épuisèrent, ruinant ses ressources. De 9 millions à 2000 hâtes, il investit près de 2 millions de dollars de sa fortune personnelle dans des films indépendants encensés par la critique mais boudés par le public. Il continua de signer les chèques, persuadé que des histoires sans attrait populaire pouvaient encore avoir leur importance. Et lorsque Taken fit de lui une icône sur le tard, il se levait sans cesse, avant l'aube, les muscles endoloris pour retourner sur le plateau, comme si l'immobilité risquait de le replonger dans ses vieux démons. À l'écran, le public voyait un homme indomptable. Derrière cette image persistait le miroir de sa loge, la chambre sombre de Cracovie. Les lettres de refus, l'argent disparu, et un acteur vieillissant retournant à l'aube avant que le monde ne se soit réchauffé suffisamment pour le remercier. L'amour ne vint pas en douceur à Liam Neeson. Il arriva comme une armure porteur, à la fois de salut et d'adieu. L'une lui apprenait à se tenir sous les projecteurs, l'autre lui rappelait qu'il pouvait encore ressentir de la chaleur, et toutes deux le laissaient imprégné d'une tendresse que les applaudissements ne pourraient jamais remplacer. En 1981, sur le tournage d'Excalibur, l'acteur de 29 ans rencontra Helen Mirren, 36 ans, une femme qui semblait s'intégrer parfaitement à chaque pièce. Elle était raffinée, là où il était rude, intrépide, là où il conservait la timidité de Balimena, suffisamment lumineuse pour faire disparaître ses anciennes insécurités. Pourtant, elle ne le traita jamais comme un projet ou une ombre. Elle voyait le machiniste qu'il avait été, l'homme discret aux mains calleuses, le cœur protégé, qui avait attendu des années d'être reconnu. Leur connexion transcendait les costumes, les armures et les épées. Pendant 4 ans, ils ont construit un univers privé dans un modeste appartement londonien chaleureux grâce aux scénarios aux tartines brûlées et aux rires. Hélène lui a appris à s'habiller, à se tenir debout devant les critiques sans se laisser intimider, à croire qu'il avait mérité sa place avant même que le monde ne le reconnaisse pleinement. Sa confiance ressemblait moins à un enseignement qu'à un refuge. Elle ne se contentait pas de l'aimer, elle l'aidait à se construire, à devenir l'homme qu'il pourrait être, à affirmer son amour-propre blessé en public. Pour Liam, c'était plus qu'une histoire d'amour, c'était un véritable sauvetage. Cependant, la reconnaissance peut s'immiscer dans une histoire d'amour et en changer l'atmosphère. À mesure que la carrière de Liam prenait son envol, des rumeurs circulaient à leur sujet. La célébrité d'Hélène lui était montée à la tête. Il était trop proche de sa lumière. Ces mots le blessaient, car ils réduisaient à néant tout ce qu'elle lui avait apporté. Et il ne pouvait supporter l'idée de devenir un fardeau pour la femme qui lui avait donné confiance en lui. Le plus cruel n'était pas seulement le départ d'Hélène, mais aussi le fait que la confiance qu'elle avait contribué à instaurer en lui soit devenue un facteur de distance entre eux. L'orgueil s'est installé sournoisement, puis la distance. Des journées plus longues, moins de conversations, des nuits blanches, un silence qui s'est alourdi, jusqu'à ce que la tendresse ne puisse plus le franchir. 11 soirs d'hiver, alors que le radiateur ronronnait et qu'un autre silence s'étirait entre eux, la fin est arrivée doucement. Plus tard, elle se souviendrait de leur amour avec affection comme de quelque chose de réel qui ne pouvait simplement pas être éternel. Il la regarda partir dans le silence d'une fermeture, le taxi s'éloignant, une main levée derrière la vitre.
Aucune grande dispute, ne subsistait seulement la douleur de tout ce qu'aucun d'eux n'avait réussi à dire. Son rire résonnait encore dans les chambres, sa présence semblait imprégnée dans les draps, le travail perdait sa facilité. Chaque ligne paraissait plus lourde, les applaudissements plus faibles, comme si le succès était arrivé avec le poids de son prix. Certaines nuits, le côté vide du lit ressemblait moins à un espace qu'à une accusation. Un rappel que l'admiration des inconnus ne pouvait pas apprendre à un homme à être aimé. Des années plus tard, le souvenir d'Hélène portait encore en lui une double vérité. Elle l'avait aidé à se sentir enfin à la hauteur, et sa disparition le forçait à remettre en question ce sentiment. Le silence revint tel un vieux propriétaire qui aurait encore la clé. Les 4 années qui suivirent la disparition d'Hélène s'étirèrent froides et pesantes. Liam se réfugia dans les voyages, les chambres d'hôtel et les films comme Mission le Bounty et Lamb, des histoires d'hommes pris au piège de la foi du devoir et d'une souffrance muette. À l'écran, il portait le fardeau des autres. Loin des caméras, il arpentait des rues désertes passant devant des bars, où résonnaient des rires auxquels il ne pouvait entrer. Il vieillissait non pas bruyamment mais intérieurement. Les rides de son visage semblaient dessinées par des pièces vides. Il apprit qu'on peut survivre à une perte et continuer à vivre avec elle, nuit après nuit. Puis en 1998, sur le tournage de Satisfaction, une autre lueur fit son apparition. Julia Roberts avait 20 ans, débordante d'un humour pétillant et d'une ambition juvénile. Liam avait 36 ans, prudent, blessé et encore incertain de la fiabilité du bonheur. Leurs 16 ans d'écart les rendaient improbables dès le départ, 2 personnes à des étapes différentes de leur vie, mais son rire atteignait des endroits que le chagrin avait glacés. Elle le qualifiait de vieille âme, et il souriait, car ses mots étaient vrais. Il avait traversé trop d'hivers pour prétendre le contraire. Avec Julia, l'ordinaire devenait une forme de grâce. Elle portait l'été sans effort, non pas l'été aveuglant, mais la douce chaleur qui persiste sur la peau après le coucher du soleil. Il se promenaient le long des canaux de Venise, dînait tard après minuit, et partageait des heures de calme dans un appartement loué, tandis que la ville s'animait en contrebas. Elle lisait des scénarios, les mains pleines de gestes, les yeux brillants d'un avenir trop vaste pour tenir dans une seule pièce. Il l'écoutait avec tendresse et inquiétude, sachant à quelle vitesse Hollywood peut s'emparer d'une nouvelle star et prendre plus qu'elle ne donne. Quand elle se demandait si elle y arriverait, il répondait avec conviction, plutôt qu'avec flatterie, comme si son avenir était déjà écrit. Le monde les observait et les jugeait impossibles, improbables, incompatibles, mais la vérité était plus douce que les gros titres. Ils riaient, ils se souciaient l'un de l'autre, ils s'offraient un refuge dont aucun ne pensait qu'il durerait éternellement. Parfois, ils restaient assis en silence, perchés au-dessus de la ville, laissant le bruit d'en bas leur rappeler que pendant 1 heure précieuse, personne n'avait à se justifier. Inévitablement, la distance s'élargissait entre eux. L'étoile de Julia commença à briller avec ses pizzas mystiques, ses magnolias d'acier et l'ombre naissante d'une femme magnifique. Lockmond la désirait, et le monde attend rarement que l'amour vienne à lui. Des appels manquaient, des dîners étaient reportés, des agendas surchargés, jusqu'à ce que les adieux arrivent sans trahison. Lorsqu'elle fit ses valises pour une autre ville, il la laissa partir avec grâce, lui offrant la bénédiction que seul un homme véritablement attentionné pouvait donner. Elle partit avec douceur. Il resta reconnaissant, car toutes les fins n'ont pas besoin d'être cruelles pour briser un cœur. Plus tard, elle se souviendrait de lui comme de l'un des hommes les plus doux qu'elle ait connus, et il ne chercha jamais à effacer ce souvenir. Il gardait précieusement le souvenir de son rire, non comme une blessure qui le détruisait, mais comme la preuve que la chaleur était revenue même brièvement. Hélène lui avait appris qu'il avait sa place. Julia lui rappela que le cœur même, après l'hiver, pouvait encore répondre à la lumière du soleil. Et c'est peut-être ce que le monde voit rarement chez ceux qui l'admirent. Non pas un cœur insensible à la perte, mais un cœur assez courageux pour s'ouvrir à nouveau, même quand l'amour ne fait que passer le temps de changer de saison. La solitude avait appris à Liam Neeson à survivre. Natasha Richardson lui avait appris ce que signifiait être chez soi. Et c'est pourquoi sa disparition serait une blessure qu'aucun applaudissement ne pourrait apaiser. En 1983, Broadway brillait autour d'Anna Christie, où Liam, 41 ans, se tenait sous les projecteurs, avec la force tranquille d'un homme portant en lui une tempête invisible au public. En face de lui, Natasha, 30 ans, née pour le théâtre, gracieuse sans effort, assez sage pour savoir que les applaudissements pouvaient s'évanouir aussi vite qu'ils étaient apparus. Au début, il communiquait plus par les silences que par les mots. Les répétitions étaient devenues un langage secret, un regard prolongé, un silence qui ne semblait plus vide, une frontière ténue entre la scène et la vie. Le soir de la première, le public était persuadé d'assister à la découverte de l'amour par 2 acteurs. En réalité, l'amour avait déjà commencé à les découvrir. Après la tombée du rideau, la gratitude de Liam s'exprima avec retenue et délicatesse, portant en elle tout ce que son cœur n'était pas encore prêt à nommer. Bientôt, ils devinrent inséparables. Le premier mariage de Natasha s'acheva discrètement,
Et Liam garda le souvenir d'un petit mot où il tentait de lui dire qu'à ses côtés, le tumulte intérieur s'était apaisé. En 1995, ils se marièrent à Millbrook, dans l'État de New York, à la lueur des bougies, et sous la pluie loin des caméras près de cette vie qu'il avait cessé d'espérer. Plus tard, il se souviendrait de ce mariage non comme d'un événement glamour, mais comme du premier souffle auquel il ait jamais cru. Le miracle résidait dans sa simplicité. Michael arriva en 1995 pleurant jusqu'à ce que Liam pose un doigt dans sa petite main. Daniel suivit un an plus tard plus calme et attentif portant en lui un peu de la sérénité de son père. Natacha a vécu sa maternité avec douceur, chantant sur la balançoire qui n'était jamais droite, mais qui pour les garçons symbolisait toujours l'évasion. Il y avait des gâteaux d'anniversaire bancals, un chien endormi sous la table des clôtures inachevées et Natacha levant les yeux du canapé comme si son retour était le plus simple des miracles. Les étés s'écoulaient parmi les collines verdoyantes et les routes tranquilles. Les hivers s'installaient à New York, où ils lisaient des scénarios au coin du feu, jusqu'à ce que les garçons s'endorment. La célébrité frappait à leur porte, mais ils ne l'ont jamais laissé entrer pleinement. Pour Liam, Natacha était devenue le repère qu'il suivait lorsque le monde devenait bruyant, le lieu où le silence n'était plus une punition. Leurs 15 années n'ont pas été parfaites. Ils se disputaient à propos de l'éducation des enfants, du travail et des choses inachevées qui donnent tout son sens à un foyer. Mais même les conflits s'apaisaient en sa présence. Pour un acteur qui avait passé des décennies à déménager de ville en ville, cette maison de Millbrook est devenue le rôle le plus rare, une vie qui n'exigeait pas de jouer la comédie. Certaines nuits, il restait éveillé à ses côtés, écoutant sa respiration, et la pluie tombait par la fenêtre, et il comprenait que la paix n'était pas une victoire, mais le simple fait d'entendre la présence de la personne aimée. Puis arriva mars 2000, un mois qui semblait anodin. Natacha était partie skier près de Montréal, tandis que Liam, 56 ans, tournait un film à Toronto. Aucun danger dramatique, juste une simple chute, une bosse, un moment que tous pensaient de passager. Elle, plaisanta, retourna au chalet, et pendant un instant, le monde continua de tourner comme si de rien n'était. Quelques heures plus tard, le mal de tête arriva et ne le lâcha plus. Quand Liam reçut l'appel, le mot « accident » sembla le glacer. Il s'envola vers le nord, rongé par la terreur d'un mari qui espérait encore que l'histoire n'avait pas atteint son terme. À l'hôpital, les couloirs étaient imprégnés d'antiseptiques et de peur. Les machines respiraient doucement dans la chambre où reposait sa femme chaude, sereine, presque inchangée. Un médecin lui expliqua que Natacha ne reviendrait pas. Personne ne pouvait l'accompagner dans cette chambre. Aucun rôle ne pouvait lui dicter la marche à suivre. Liam entra, espérant encore un signe humain, un souffle, un rire, le moindre retour. Au lieu de cela, il trouva la femme qui avait stabilisé sa vie étendue hors de portée. Il lui prit la main et lui parla comme un mari, lui disant qu'elle était aimée, en sécurité, et qu'il tiendrait la promesse qu'ils s'étaient faite si l'un d'eux ne pouvait plus revenir. Il appela sa famille. Il donna son accord au médecin. Quand vint le dernier adieu, l'absence emplit la pièce plus profondément que n'importe quel son. Dehors, la neige continuait de tomber d'une beauté presque cruelle. Son dernier don a permis à 3 personnes de continuer à vivre, perpétuant la grâce de Natacha dans des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais après cette chambre, Liam a traversé les mois comme si une partie de lui était restée auprès d'elle. Il se réveillait, travaillait, respirait et retournait sur les plateaux de tournage, car le silence devenait insupportable. Ses amis voyaient le vide dans ses yeux. Chaque mot qu'il prononçait semblait porter l'écho de cette conversation qu'il n'avait jamais pu terminer. Le chagrin n'érugissait pas. Il demeurait dans les miroirs, dans les vêtements laissés derrière lui, dans le souffle avant de s'endormir. Et quand l'hiver reviendra, on peut l'imaginer entendre à nouveau cette neige, non pas comme un pardon, pas encore, mais comme le rideau blanc entre la maison qu'on lui avait donnée et la vie qu'il devait désormais porter. Le chagrin n'a pas brisé Liam Neeson aux yeux du monde. Il l'a fait avancer. Après la mort de Natacha, il travaillait car le silence était devenu insupportable. Il voyageait d'un plateau à l'autre, récitait des répliques écrites par d'autres, et laissait le bruit de la production masquer le silence que sa propre vie ne pouvait plus dissimuler. Les nuits étaient les plus cruelles. Une chambre d'hôtel où bourdonnait un doux murmure, une lumière pâle filtrant à travers les rideaux, une main posée sur le côté vide d'un lit trop large pour un homme. Il a déversé cette douleur dans Taken, l'agence, Tous Risk Unknown et Le Territoire des loups. Pour le public, ces films étaient des histoires de survie. Pour Liam, ils semblaient être des refuges où laisser derrière lui un chagrin inexplicable. Le Territoire des loups, avec ses étendues sauvages et glacées et son froid implacable, est devenu plus qu'un rôle. Il donnait l'impression d'un homme luttant contre la nature, mais au fond, c'était un veuf qui essayait de ne pas se laisser paralyser par son propre chagrin. Le mouvement est devenu son bouclier. Aéroport, plateau de tournage, applaudissements, interviews, tout cela le faisait avancer. Le monde voyait un homme capable d'endurer n'importe quoi à l'écran, mais loin des caméras, il apprenait à vivre avec un vide que personne ne pouvait combler.
On le disait fort, mais on ne voyait pas le silence qui régnait après le départ de l'équipe, ni le poids qui revenait lorsque le silence retombait. Pendant un temps, la vie lui tendit une main douce, grâce à l'attachée de presse britannique Freya St. Johnston. Ils partagèrent des dîners, des rires tendres et le fragile espoir d'une relation. Mais certains cœurs ne se rouvrent pas simplement avec le temps. Après 2 ans, ils se séparèrent discrètement. Liam expliqua vouloir se concentrer sur ses fils, et c'était vrai même si la vérité profonde était plus tendre. Un homme peut continuer à vivre tout en appartenant encore à un amour qui a déjà rendu son dernier souffle. Les tabloïds tentèrent de combler le silence avec des noms comme Brooke Shields et Pamela Anderson, mais les ragots ne purent pénétrer l'intimité de son chagrin. En 2024, lorsqu'on lui demanda s'il pourrait aimer à nouveau, sa réponse fut calme et définitive. Cette page de sa vie était close. Ses fils portèrent le deuil de Natasha, chacun à leur manière. Michal, après des années de recherche à travers les rires et la lumière, choisit de prendre le nom de Richardson en hommage à la mère qui demeurait au centre de son cœur. Liam y vit un magnifique hommage. Daniel restait près de lui, imperturbable et protecteur, une présence silencieuse aux côtés de son père. Ensemble, tous trois partageaient un silence que seuls eux pouvaient comprendre. Au fil des ans, Liam continua de travailler, mais ceux qui l'observaient attentivement pouvaient encore percevoir cette pause, avant qu'il ne réponde, comme s'il attendait quelqu'un juste au-delà de la pièce. Il avait parlé d'aller se recueillir sur la tombe de Natasha et de lui parler là-bas, portant des fleurs, des souvenirs et les quelques nouvelles discrètes qu'un mari seul a encore envie de donner. Leurs fils, les années, le travail et les hivers qui semblaient toujours interminables. Quand le vent souffle sur le sol silencieux, il s'attarde un peu plus. Locke Mandé se souviendra peut-être de Liam Neeson comme d'un homme de force, mais à ces instants-là, il n'est qu'un mari, un bouquet de fleurs à la main protégeant un amour qui a changé de forme, mais qui ne l'a jamais quitté. Et c'est peut-être pour cela que le chapitre suivant est d'autant plus poignant. Le chagrin que Liam portait après la mort de Natasha n'était pas la seule douleur qu'il cherchait à dissimuler. Bien avant cette perte, son corps portait déjà les marques d'une autre forme de survie. Une survie qui le suivrait dans la vieillesse, dans son travail, et jusque dans la pause attentive entre deux prises. Une certaine raideur le trahit maintenant l'espace d'un instant. À plus de 70 ans, Liam Neeson impose toujours sa présence à l'écran. Mais lorsque la lumière le surprend entre deux prises, il se lève avec une certaine précaution, une pause avant chaque pas, comme si son corps comptait silencieusement tout ce qu'il a surmonté. Bien avant que le monde ne perçoive cette précaution, il y avait eu un autre chemin, une autre épreuve, une autre nuit, où la survie elle-même semblait incertaine. Cette partie de l'histoire a commencé en 2000, des années avant la disparition de Natasha, sur une route dégagée, sa moto sous lui, le soleil radieux devant lui et un cerf traversant dans un flou. Puis le monde a basculé. À l'hôpital, les médecins ont découvert que son bassin était fracturé à plusieurs endroits, et la blessure était si grave qu'elle a bouleversé sa perception de son propre corps. Il s'en est sorti maintenu en vie par des prothèses, des médicaments et une volonté inébranlable. Sa convalescence se mesurait en centimètres du lit au fauteuil du fauteuil, à la porte de la porte, à la prochaine respiration. Certaines nuits, la douleur ne se manifestait pas bruyamment. Elle s'installait profondément au creux de l'os, bourdonnant jusqu'à ce que le sommeil soit brisé en fragments. Les applaudissements ne reflétaient jamais ce que le travail lui avait pris. Taken, l'agence Tous Risk Unknown, le territoire des loups, non-stop run all night. Le public a vu un homme imposant évoluer dans le danger avec une maîtrise incroyable. Hors champ, il se levait lentement, attendait que la douleur s'atténue, puis réapparaissait à l'écran. L'orgueil le poussait à rester fidèle au travail physique. La rébellion le faisait revenir. Chaque chute, chaque poursuite, chaque tournage par temps froid ravivait ses vieilles blessures, genoux, dos franches. Plustard, il évoquait la gravité comme une vérité qu'aucun acteur ne peut feindre. Après 60 ans, les souffrances latentes s'intensifièrent. Au milieu de la nuit, des crampes lui transperçaient les jambes avec une telle violence qu'il devait s'agripper au bord du lit, respirer profondément pour contenir les spasmes, puis arpenter l'obscurité jusqu'à ce que ses muscles se détendent. Parfois, la douleur le laissait paralysé. Les médecins en attribuèrent une partie à l'acide lactique, à des années de tension à la caféine et à l'épuisement. Il renonça au café. La douleur persistait, mais elle s'était suffisamment atténuée pour qu'il puisse continuer à tenir debout. Une autre souffrance invisible à tout examen le tenaillait. Après la disparition de Natasha, les vers du soir devinrent un moyen d'apaiser le tumulte qui résonnait dans sa tête. Jusqu'à ce qu'un matin, le miroir lui renvoie l'image d'un homme qu'il ne pouvait plus devenir. Il s'arrêta car ses fils avaient de besoin de voir un père rester debout même en son absence. Les années l'ont marqué, mais elles l'ont aussi rendu plus précis. Il a gardé de la matière dans son corps. La douleur a appris à se cacher derrière son célèbre sourire. Quand on l'interrogeait, il se plaignait rarement. Il considérait cela comme une étape du long chemin. Et pourtant, il travaille encore,
Pourtant, il porte Natasha en lui comme si son souvenir soutenait chacun de ses pas mesurés. À l'écran, le monde voit Liam Neeson droit et fier. De plus près, on découvre un homme d'acier fait de nuits blanches, de vieilles blessures d'amour et de perte. Il avance prudemment, mais il avance. La sérénité lui sied désormais mieux que jamais. À 74 ans, Liam Neeson incarne la persévérance. Un homme qui a traversé la gloire, la perte, la douleur et le long silence qui les suit. Sa fortune estimée à environ 120 millions de dollars reflète bien plus que le succès. Elle porte le poids de plus d'une centaine de films, de décennies de théâtre, de doublage, de narration et d'une vie entière consacrée à son art. L'ambition qui le consumait autrefois s'est muée en une lueur plus stable. Il vit entre New York et la campagne, retournant souvent dans la maison rustique qu'il partageait autrefois avec Natasha Richardson. Un lieu de bois de ciel ouvert et de souvenirs trop précieux pour être dévoilés. Au fil des ans, il a possédé et vendu des propriétés remarquables, dont un grand appartement de l'Upper West Side, acheté pour moins de 4 millions de dollars et revendu plus tard pour plus de 10 millions, ainsi qu'une ferme à Millbrook, où le silence est moins synonyme de vide que de réconfort. Pourtant, le confort ne l'a jamais conduit à l'excès. Pas de parade de voitures, pas de yacht, pas de collection ostentatoire. Pour Liam, le luxe semble se résumer à une chambre paisible, une simple balade en voiture et le droit de vivre sans se mettre en scène. Ce qu'il a choisi de faire de sa notoriété est peut-être la preuve la plus discrète de ce qu'il est devenu. Une grande partie de sa fortune demeure investie dans l'immobilier, les placements et les droits d'auteur. Mais son héritage le plus profond réside dans la manière dont il a utilisé son nom. Depuis des années, il soutient des causes humanitaires liées à l'UNICEF, à Amnesty International, à Make Poverty History, aux réfugiés et aux enfants en situation de crise. Il a donné de l'argent, du temps, son témoignage et sa notoriété, offrant sa voix là où l'empathie primait sur l'ego. Ceux qui le connaissent le décrivent souvent comme discret, courtois et profondément humain. Un homme qui a appris que les applaudissements s'estompent tandis que l'intégrité demeure ou disparaît. Ses fils Michal et Daniel restent le pilier de cette vie plus paisible. Michal, qui évolue aujourd'hui dans la mode, et le cinéma, a porté le poids de l'absence de sa mère d'une manière propre à l'enfant, puis lui a rendu hommage en prenant le nom de Richardson. Liam a perçu ce choix comme un tendre geste de mémoire. Daniel, stable et proche, a tracé sa propre voie dans les affaires et le design, tout en restant un soutien indéfectible pour son père. Ensemble, ils forment une petite famille marquée par le deuil, la loyauté et un amour qui a appris à survivre sans avoir besoin de se justifier. La tendresse peut-être est-elle l'aspect de son histoire que l'on continue de rechercher. 6 dernières années, l'attention s'est portée sur sa chaleur humaine, notamment avec Pamela Anderson, sa partenaire dans US A-t-il un flic pour sauver le président. Les photos ont révélé des sourires radieux et une douceur naturelle, sans pour autant confirmer une quelconque romance. Qu'il s'agisse d'amitié ou d'une porte qui s'ouvre doucement, le lieu dégage une poésie discrète. Un homme qui a jadis fermé la porte avec douceur laisse peut-être encore la lumière patienter au-delà. Ces dernières années, il a déclaré que l'amour pour lui appartenait à un chapitre clos. Pourtant, la vie a cette façon de murmurer, même quand on croit la conversation terminée. Liam reste néanmoins ancré dans la réalité, attentif et contemplatif. Chaque matin, il marche, s'étire sans la douleur dans ses genoux et remercie son corps de lui avoir permis de vivre une journée de plus. Chaque hiver, il se recueille sur la tombe de Natasha, se penche vers la neige, efface son nom de la main et parle dans le froid, comme si l'amour pouvait encore l'entendre. Loquement des peu de compteurs, les films, la fortune, les maisons, la voix, la légende. Mais dans ce calme hivernal, Liam Neeson est simplement un mari des fleurs à la main debout, devant le nom qui porte encore une part de sa vie. Si le parcours de Liam Neeson vous a touché, n'hésitez pas à laisser un petit mot ci-dessous. Pour lui, pour Natasha, ou pour une personne de votre entourage qui vous a appris que la persévérance peut être discrète, douloureuse, généreuse et malgré tout magnifique.